Moi, je m'appelle Danielle Grace, je suis aussi coordinatrice du CLEF. Le CLEF, c'est le Collège de littérature et études francophones. Une minute. J'arrête parfois, c'est pour donner la permission d'entrer dans la salle. Mais je disais que moi, je suis une des coordinatrices avec mes collègues Rosária Costa et Dani Silva Reis. Donc, cette année, c'est la 3e édition du CLEF. On a décidé d'essayer un nouveau format. Donc, on fait cette année une série de conférences, un cycle en fait de conférences où on va recevoir à chaque mois deux invités, un conférencier ou conférencière, et aussi quelqu'un qui va modérer le débat avec lui ou elle. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur plateau Hervé Sanson. Donc, merci Hervé d'être là. Et avec lui, pour justement animer le débat après, Josilene Pinheiro, avec la conférence La matière africaine dans l'œuvre de René Maran, entre essai et autobiographie. On va recevoir Hervé. Mais tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu Josilene, qui est notre collègue, qui est quelqu'un qui accompagne le CLEF. Ce n'est pas la première fois qu'on a le plaisir de compter sur notre collègue Josilene. Qui est enseignante chercheuse en langue et littérature de langue française à l'Université fédérale de Campina Grande, a le master et doctorat à l'Université de São Paulo et postdoc à l'Université Paris 8. Donc, merci à vous aussi, tout le monde qui est là. Je vous souhaite vraiment une très bonne conférence. Josilene, merci. Et je vous donne la parole. Merci Danielle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour spécial à Monsieur Hervé Sanson qui est aujourd'hui avec nous. On vous remercie. Je remercie l'opportunité d'être avec vous en ce moment. Donc, c'est la 3e année déjà que le CLEF fait ce travail qui est exceptionnel, c'est extraordinaire parce que c'est nécessaire. Donc, travailler une littérature de langue française à côté de nous. Et donc, ce groupe est un groupe qui a donné de la vie à cette francophonie amazonienne. Donc, je vous félicite tout le temps et je vous remercie pour cette occasion parce que vous nous permettez de connaître des chercheurs, des écrivains. Et donc, bravo, 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 1000 fois. Et moi, j'ai l'honneur de présenter M. Hervé Sanson, qui est docteur ex-lettres et spécialiste en littérature francophone du Maghreb. Il est chercheur associé à l'Institut de textes et manuscrits modernes du CNRS, auteur d'entretiens avec Habib Dangour, intitulé La trace et l'écho, une écriture en chemin, publié par la maison Letel en Algérie. Il a collaboré à l'édition critique et génétique des portraits d'Albert Memmi, publié chez CNRS, édition 2015, sous la direction du professeur Guy Dugas. Il a publié en 2017, en collaboration avec Albert Memmi, bravo, bravo. Et là, c'est extraordinaire. Il faut que j'arrête là pour dire, je suis vraiment très contente. J'ai un grand honneur de parler avec vous. Parce que vous avez parlé avec Albert Memmi, qui est quelqu'un qui est un icône pour nous. Et le livre a pour titre « Pensée à vif, de la colonisation à la laïcité aux éditions non-lieu ». Il est aussi, Hervé Sanson, éditeur scientifique d'un inédit de Mohamed Dib, le titre « Le vœu et la 7e lune », paru chez El Kalima. C'est une maison de l'Algérie, non? En Algérie. Oui, oui.
en décembre, cette publication a été faite en 2019. Il a coordonné également il a coordonné un numéro de la revue Europe sur Mohamed Dib, paru l'été 2020, et collaboré à l'édition scientifique du manuscrit inachevé d'Assia Djeba. Et là, j'arrête de nouveau pour vous dire bravo. Nous avons ici une collègue qui est un peu spécialiste d'Assia Djeba, et donc peut-être elle pourra aussi animer nos discussions. Et bon, je sais que ce n'est pas le sujet est un autre, mais de toute façon, je vous félicite pour ces travaux magnifiques. Donc, ce manuscrit inachevé d'Assia Djeba a été publié par la presse Sorbonne Nouvelle en mars 2021. Enfin, il coordonne sur le plan scientifique l'édition critique et génétique des nouvelles de Mohamed Dib à apparaître chez CNRS, l'édition en 2000, chez CNRS édition en 2024. Il fait partie du groupe René Marant, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, de l'Institut des textes et manuscrits modernes. Donc, Monsieur Sanson, je vous laisse la parole. Et vous allez conférer la conférence La matière africaine dans l'œuvre de René Marant entre essai et autobiographie. Donc, je crois que nous avons beaucoup à apprendre et j'espère à partager aussi. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie pour cette très belle introduction et longue introduction. Et j'en profite pour maintenant dire bonjour, maintenant que tout le monde est là, je tiens d'abord à dire bonjour à tout le monde et aussi à remercier mon ami Denise qui m'a fait cette invitation et cet honneur donc de parler devant vous aujourd'hui. Voilà. Alors, effectivement, je pense parler de toute façon, si je n'ai pas tout à fait terminé, au bout de 45 minutes ou 50 minutes, je m'arrêterai, parce qu'il faut évidemment du temps pour la discussion, mais je pense que ce devrait être à peu près mon temps de parole. Et donc, aujourd'hui, je parlerai de 3 livres, comme vous l'avez dit, Asepsie noire, que je montre peut-être... donc l'édition originale de 1931, le Tchad de Sable et d'Or la même année, je le montre également, 1931, et enfin 1933, Légende et coutumes nègres de Lubangui Chari, donc qui est paru dans une collection de l'éditeur Artem Fayard, donc avec d'autres textes, il n'y a pas que le texte de René Marant, mais le texte de René Marant est celui qui clôt ce volume. Et j'aimerais pour commencer en fait placer une citation en exergue d'un ancien gouverneur de Madagascar qui se nomme Victor Augagneur. Voici ce qu'il écrivait dans Erreur et brutalité coloniale, paru en 1927. À la base de toute colonisation est un but, celui du profit, mais ce profit ne doit pas être obtenu au détriment de qui que ce soit. La race colonisatrice et la race colonisée doivent en tirer bénéfice. Et ce qui est intéressant, c'est que cette citation a été reprise par René Marant dans Asepsie noire, qui est le premier livre dont je vais vous parler, et donc il m'a semblé intéressant de commencer par cette citation. Mon propos aujourd'hui consistera donc à présenter ce que j'ai nommé effectivement la matière africaine de René Marant. Et donc ces 3 ouvrages que je viens de vous montrer, donc Asepsie noire, le Tchad de Sable et d'Or, et enfin Légende et coutumes nègres de Lubangui Chari, chose vue en sous-titre, paru un petit peu plus tard que les 2 précédents, donc en 1933. 3 textes de factures diverses, mais s'inscrivant tous entre l'essai et la veine autobiographique. Je les aborderai successivement et selon un ordre chronologique, tout en tâchant d'établir un réseau sémantique, donc les axes qui les ordonnent en une même matière, une même configuration d'intention et d'inspiration. Et j'établirai des liens entre ces textes à certains moments. En 1931, donc, l'auteur de Batouala publie 2 essais liés à l'entreprise coloniale française en Afrique. Le premier, le Tchad de Sable et d'Or, publié chez Alexis Rédier, je vous l'ai montré il y a un instant, en un volume de 159 pages illustrées,
est le 4e numéro d'une collection intitulée Toutes nos colonies, et de facteurs hybrides peut revendiquer tout à la fois le genre autobiographique et l'essai pur à propos des traditions, des coutumes, des modes de vie, des populations côtoyées, autrement dit, celles de l'Oubangui-Chari. Le second, que je vous ai montré également, je vais commencer en fait par celui-là, Asepsie Noire, comptabilise 44 pages et est le fruit d'une commande des laboratoires Martinet. Il aborde les pratiques médicales ayant cours alors en Afrique, et notamment en Oubangui-Chari, région où, vous le savez sans doute, Maran a exercé diverses fonctions d'administrateur colonial. Ce titre apparaît comme la synthèse des observations développées dans l'autre ouvrage, donc le Tchad de sable et d'or. Par ailleurs, le dernier titre que j'aborderai, Légendes et coutumes nègres de l'Oubangui-Chari, sous-titré Choses vues, reprendra la matière d'asepsie noire, en l'enrichissant considérablement et en abordant différents pans du champ socio-culturel. Donc je commence sans plus tarder par le premier texte, à savoir Asepsie Noire, et j'ai intitulé cette partie Asepsie Noire, l'envers critique d'un discours. Asepsie Noire a été réédité, je vais vous montrer également, vous connaissez certainement cette réédition chez Jean-Michel Place, publiée en 2007, facsimilé avec les illustrations d'origine, comporte un certain nombre d'illustrations, dessins ou photographies, apportant une caution visuelle à l'ensemble des considérations de Maran, égrenées tout au long des 9 chapitres, intitulés dans l'ordre, et je vais citer ces 9 chapitres, je crois que ça n'est pas inutile. Donc, tout d'abord, de la colonisation en général et de la colonisation médicale en particulier, les sorciers et les sociétés secrètes, puis sorciers blancs et sorciers noirs, les noirs et l'hygiène, de l'accouchement et de la puériculture, traitement de certaines douleurs locales de la dysenterie et de la blénorragie, à propos de l'excision et de la circoncision aphrodisiaque, et enfin les 2 derniers chapitres, appendicite et fièvre jaune, et donc conclusion au pluriel. Un tel essai ne surgit pas tel un apax dans le paysage éditorial français. Il s'inscrit, et il faut absolument contextualiser, évidemment, pour comprendre la nature de tels ouvrages, il s'inscrit dans un contexte bien spécifique que Delphine Peretti-Courtis, ouvrage que vous connaissez peut-être, dans son ouvrage Corps noir et médecin blanc, contexte qu'elle a brossé dans le chapitre 12 de la 3e partie, qui s'intitule « Faire du noir ou la peur de la dépopulation africaine ». La dépopulation en France, engendrée par la Première Guerre mondiale, bien sûr, et le constat parallèle d'une dépopulation partielle en Afrique sont dus à une conjonction de facteurs qu'il faut peut-être rappeler rapidement. Ainsi, la, je cite, mobilisation et le départ de nombreux médecins, la sécheresse des régions soudano-sahéliennes et enfin les épidémies de grippe et de typhus, observées notamment en Afrique occidentale française, AOF, ont entraîné une mortalité à laquelle les politiques européens entendent remédier. Ainsi, une politique nataliste est mise en place en France, tandis que le souci de préserver les populations de l'Empire, réserve de forces vives pour une nation en quête de régénération, se fait jour. Le médecin de Brousse apparaît alors comme le principal vecteur de cette lutte. Peretti-Courtis écrit ainsi, je la cite, « Le médecin de Brousse constitue donc un allié incontournable de la colonisation. En développant des recherches sur les populations indigènes et en mettant en place des programmes de lutte contre les endémies tropicales, le praticien colonial est présenté comme un protecteur de la race noire. » Elle ajoute fort à propos, je la cite encore, « Le médecin est l'indispensable auxiliaire des diverses administrations coloniales. C'est de plus un merveilleux agent de pénétration dans le milieu indigène. » René Maran s'inscrit donc dans cette grille de lecture avec Asepsie Noire lorsqu'il fait l'éloge de la colonisation médicale dès le 1er chapitre. Au-delà du traité médical qu'il est indubitablement, cet essai élargit considérablement, il me semble, la perspective. Par le regard ethnologique qu'il jette, Maran y interroge à nouveau frais le bien fondé de l'entreprise coloniale et le processus civilisationnel engagé.
En fait, le texte que propose Maran dépasse le cadre générique qui lui était assigné et les attentes de l'institution à l'origine du projet. Je rappelle qu'il s'agit des laboratoires Martinet. Le titre interpelle d'emblée, désarçonne le lecteur. Vous remarquerez donc asepsie noire avec un point d'exclamation. René Hénane, auteur de la préface à la réédition de Jean-Michel Place, le formule ainsi, je le cite. « L'énoncé du titre sonne comme un éclat de rire. L'asepsie noire, voyons donc, vous voulez plaisanter. Dérision dans le titre à laquelle répond une dérision dans le texte. » Au-delà du constat de Hénane, il convient de notifier que le point d'exclamation réserve une part d'indécidabilité aux propos. Sont-ce la surprise, le rire railleur, l'admiration, la simple exclamation mettant l'accent qui se voit ainsi exprimé? Cette indécidabilité répond par conséquent à, je cite, l'attente indécise que relevait Hénane en s'appuyant sur les derniers mots de l'essai. Et mot qui me semble très important dans cet essai de René Maran, je cite les deux dernières lignes d'Asepsie noire, « On n'a qu'à attendre, attendons ». Cette attente indécise que relevait le préfacier ferait écho, selon lui, au suspens interrogatif qu'un Jean Starobinski a élaboré dans son œuvre critique, suspense, qui parcourt les pages de Maran. Le propos introductif à l'essai, interrogeant la nature même du processus de colonisation, entre en résonance, et nous aurons certainement lors du dialogue qui va suivre l'occasion d'en parler, entre en résonance avec la célèbre préface à Batouala, rédigée 10 ans plus tôt, et qui fit scandale, comme vous le savez, car dénonçant les abus et errements de l'administration coloniale. Le hiatus entre les intentions et les pratiques concrètes de l'entreprise coloniale est épinglé dès les premières pages, depuis la prise en compte des obstacles nombreux que rencontre la colonisation médicale. Maran écrit à ce sujet, je le cite, « On la considère, donc la colonisation médicale, comme ennemie du peuple, parce qu'il lui arrive parfois de gêner momentanément, contre son gré, certains intérêts particuliers qui s'ingénient à primer l'intérêt général. Elle est l'intruse, celle dont la fonction est de s'opposer à ce que l'on réalise au détriment de l'indigène, qui n'en peut mais le maximum de profit dans le minimum de temps. » Regrettant les nombreux obstacles que la médecine coloniale rencontre dans les colonies, Maran convoque différentes figures de médecins coloniaux, par exemple les docteurs Ouzillot, Doreau, Bouillez, Clapier, Jameau, afin de défendre le bilan déjà atteint par ces praticiens de terrain et encourager leur œuvre. Un véritable panégyrique du docteur Jameau, qualifié par Maran d'apôtre de la colonisation médicale, clôt ce premier chapitre. Rappelons, je pense que ce n'est pas inutile, que le docteur Jameau fut, entre autres, l'un des principaux promoteurs de la lutte contre la trypanosomiase, plus connue sous le nom de maladie du sommeil, et l'inventeur de la méthode dite Jameau. Je l'explicite rapidement, mise en place en brousse d'équipes mobiles de prospection composées de médecins français, d'infirmiers et d'auxiliaires locaux, dépistage précoce de la maladie par les prélèvements sanguins, et enfin administration d'un traitement médical. À l'orée des années 30, l'œuvre de Jameau est louée par le corps médical et les autorités politiques. Maran conclut ce premier chapitre en ces termes, je le cite, « La colonisation ainsi comprise est un véritable printemps humain. » On perçoit dans cette expression « printemps humain » l'influence de Michelet, Jules Michelet, défenseur du message universel de la France à exporter partout ailleurs, y compris par la colonisation. Adolphe Curot, autre médecin de l'époque, avait publié en 1912 un ouvrage intitulé, je donne son titre, « Les sociétés primitives de l'Afrique équatoriale », dans lequel il établissait une distinction entre les tribus africaines dites, je cite, propres, et celles considérées comme, je mets des guillemets, sales. Dans le 4e chapitre, intitulé « Les Noirs et l'hygiène », Maran remet en cause la hiérarchie implicite qu'opère le docteur Curot, laquelle tendait à suggérer que les populations européennes maîtrisaient globalement davantage les règles d'hygiène. Après avoir cité le docteur Curot,
Maran remet radicalement en cause le postulat largement partagé alors par les médecins européens. Je cite Maran, « Il serait néanmoins injuste d'accepter leurs allégations comme paroles d'évangile et de croire, comme on a volontiers accoutumé de le faire un peu partout, que la race nègre a le monopole de la malpropreté sordide. » Abordant la question de l'hygiène dans les sociétés européennes, Maran inverse en fait la hiérarchie confortée par le préjugé ambiant entériné par le docteur Curot. Les populations noires sont, je cite, sans parti pris dans leur ensemble, beaucoup plus soignées au seul point de vue de propreté corporelle que les populations européennes les plus civilisées, car la température l'y poussant, le noir a pour habitude, qu'il soit riverain des grands fleuves, des petites rivières ou de la mer, de se baigner au moins 3 fois par jour. Et Maran de dresser un tableau de l'hygiène des populations européennes, encore en ce début du XXe siècle, loin d'être gratifiant pour ces dernières. Dans les 2 pages qui suivent, Maran remet non seulement en cause le savoir scientifique de l'époque, mais déplace en fait les postures épistémologiques adoptées par le milieu scientifique, intellectuel et politique européen. Il reproche ainsi au docteur Curot, ainsi qu'à ses comparses, de ne pas chercher à comprendre les populations qui leur font face, de ne pas s'efforcer de pénétrer les ressorts qui l'émeuvent, de ne pas avoir saisi finalement la spécificité de leur culture. Ce faisant, et cela me semble capital pour comprendre le propos de Maran, il met à mal le credo du colonisateur, à savoir ce fameux credo, le devoir des races dites supérieures de coloniser et de civiliser les races dites inférieures, et son corollaire, l'obligation d'imposer la culture du colonisateur sans prendre aucunement en compte la culture du colonisé, jugée négligeable. Maran revalorise donc de façon significative la culture, les mœurs, l'être au monde des peuples colonisés. Je cite Maran, « Le tort du docteur Curot et de ses pareils n'est pas d'avoir trop hâtivement généralisé, mais de ne pas avoir essayé de pénétrer peu à peu, habitudes et coutumes, les raisons profondes de façon d'être qui juraient avec leur discipline européenne. » C'est à une remise en cause radicale de l'ethnocentrisme européen, nommé dans son essai « Égocentrisme » qu'en appelle Maran. Dans le 3e chapitre, intitulé « Sorciers blancs et sorciers noirs », Maran rehausse l'ensemble des savoirs et pratiques traditionnelles ayant cours en Afrique équatoriale française, et l'illustre d'emblée par le titre adopté. En qualifiant les médecins blancs de sorciers, sorciers blancs, il place sur un pied d'égalité les uns et les autres, tout en reconnaissant cependant la supériorité, bien sûr, de la médecine européenne dans le traitement de certaines affections. Mais il y a davantage. Il reprend en fait la taxinomie utilisée par l'autochtone lui-même. Ce faisant, il accrédite la cosmogonie des peuples africains. Le chapitre est l'occasion pour Maran de louer à nouveau le rôle fondamental du médecin de brousse, seul agent de liaison véritablement efficace, selon lui, avec les races dites attardées, et qui, je cite, aurait fait bénéficier sa race tout entière du crédit illimité qu'on lui accorde personnellement, si seulement les moyens et la confiance lui avaient été davantage accordés. Maran reconduit néanmoins, à l'appui de cette idée louable et généreuse, le vocabulaire dépréciatif et essentialisant qui avait cours à son époque, malgré tout. Ainsi, dans ce même chapitre, il évoque, outre les, je cite, races attardées, ce sont les mots de Maran, des également races enfants, adeptes du merveilleux, ainsi que leur esprit, je cite, puéril et simpliste, dont la médecine coloniale aurait pu tirer profit afin de gagner les populations colonisées à la cause européenne. Cependant, au-delà de préjugés courants à cette époque et de la rédaction de son opuscule, l'écrivain de Batouala clôt ce chapitre par un seul regret, que la barrière de la langue empêche trop souvent une communication entre colonisateurs et colonisés. Je cite Maran, « À cause de cette barrière, que de richesses perdues, que de trésors cachés et que de folklore en friche. » Ainsi, Maran, au-delà de la doxa prévalant encore dans les années 30, enjoint, et cela me semble le plus important, à prendre en compte les atouts de la culture du colonisé et remet en cause une certaine vision polygéniste de l'époque qui proscrivait le contact entre race supérieure et race inférieure
et condamnait le métissage, considéré comme stérile et porteur de dégénérescence, selon cette conception, alors régnante dans le champ scientifique. Dans le 5e chapitre, intitulé « De l'accouchement et de la puériculture », Maran investit ici encore une question qui fait alors l'objet de vifs débats dans le champ médical français, confronté aux pratiques ayant cours en Afrique. Ainsi que le rappelle Delphine Peretti-Courtis, que j'ai cité tout à l'heure, je cite, « Tandis que la nature maternelle africaine était vantée durant le XIXe siècle, des structures de contrôle et des programmes d'éducation se mettent en place pour lutter contre la mortalité infantile. Une nouvelle vision des mères noires se dessine à cette époque, c'est-à-dire au tournant du XXe siècle. La femme africaine, dans sa mission maternelle, est alors progressivement, donc il y a une évolution dans l'appréciation, est alors progressivement considérée comme défaillante et l'accompagnement plus ou moins contraint qui pèse sur elle s'associe à une certaine infantilisation à son encontre. Maran, tout en reconnaissant le poids des superstitions locales, les sorciers consultés afin de soigner les enfants en bas âge, par exemple, ou les matrones aidant aux accouchements, revalorisent pourtant certaines de leurs pratiques à travers le choix réfléchi de certaines citations médicales, notamment émanant d'un essai du docteur Legray, qui n'établit pas de franche distinction entre les pratiques traditionnelles africaines et la médecine moderne, pour un cas particulier que j'évoque tout de suite, à savoir les accouchements dits par le siège, donc visant à prévenir ces accouchements par le siège. Celui-ci conclut ses observations par ce verdict, lorsqu'il montre qu'en fait la façon de faire, la technique en fait diffère, mais finalement le même but est recherché et les uns et les autres ne sont pas si loin, l'un l'autre. Tout n'est que dans les mots et dans le sens qu'on leur donne. Ainsi, la parole de Maran, prenant la relève de ces divers extraits de traités médicaux, ne fait rien moins que défendre l'honneur de la mère africaine jusqu'à la fin de ce chapitre, en rappelant l'importance de l'allaitement dans sa culture, tardif bien souvent, au-delà des 2 ans du nouveau-né. Il y voit là l'une des justifications de la polygamie dans ces sociétés, puisque pendant que la mère allaite, évidemment, elle est exemptée de rapports sexuels avec son époux, et rappelle l'ensemble des attentions que la mère porte à son enfant, alors que nombre de praticiens contemporains de Maran fustigent bien plus tôt l'indifférence de ces mères vis-à-vis de leur descendance. Maran, comme vous le voyez, nuance donc à nouveau le constat dépréciatif porté sur les pratiques africaines en matière médicale, sanitaire, et appelle implicitement le praticien européen à changer de focale, à, je dirais, penser l'altérité autrement, depuis la leçon d'un relativisme culturel de plus en plus prégnant, effectivement, dans son essai. Claude Maran, dans sa postface à la réédition de 2007, chez Jean-Michel Place, l'affirmait, je la cite, « La citation devient alors prétexte à la remise en cause du communément admis. » Maran assume complètement la fonction de compilateur qui agence les propos d'autres auteurs dans une visée non pas encyclopédique, mais polémique. Il cite pour mieux argumenter, voire contre-argumenter. Fin de citation. Dans l'ultime chapitre, conclusion, Maran use de références littéraires, Villon par exemple, Brantôme notamment, au service d'une relativisation de la toute-puissance de la médecine occidentale. Faute de temps, je n'évoquerai pas, je ne fais que le citer au passage, je n'évoquerai pas ces références littéraires, pourtant très intéressantes, et je renvoie sur ce point à mon article paru dans la revue Archipélie en 2022, qui s'intitulait précisément Asepsie noire, l'envers critique d'un discours. Maran condamne dans ce chapitre final le jugement hâtif et sans mesure porté par les médecins européens, commandé par une attitude qu'il nomme hautaine et si facile. S'il reconnaît les conditions d'hygiène, parfois déplorables, dans lesquelles ces médecines sont appliquées, il pose néanmoins la question suivante, et je vous la donne à entendre. Mais sont-elles vraiment dépourvues de toute propriété cicatrisante, les feuilles macérées dans des eaux septiques ou simplement pilonnées dans de crasseux mortiers en bois qu'ils appliquent à même la chair des clients qui ont recours à leur lumière? On n'en sait rien.
et tout donne à croire qu'on n'a jamais cherché à le savoir. Le manque de curiosité des Européens, assurés de leur savoir et de leur supériorité à l'égard des populations qu'ils viennent coloniser et civiliser, est une nouvelle et dernière fois vilipendée par Maran. Ce dernier constat permet à l'écrivain antillano-guyanais de faire la promotion des méthodes antiseptiques, je cite, exigées par la science européenne, tout en accordant malgré tout une certaine efficacité à de nombreux remèdes indigènes. Ainsi, Maran observe-t-il un double mouvement au cours de son essai, un renversement d'une part dès le deuxième chapitre par rapport à la hiérarchie communément admise à cette époque, mais aussi une revalorisation de plus en plus marquée des pratiques sociales et médicales africaines. Après avoir fait l'éloge de la médecine coloniale, dont il célèbre les vertus d'entrée, dont il célèbre d'entrée les vertus, et évoque certains représentants dans le chapitre introductif, et dont il considère qu'elle devrait être le fer de lance de toute entreprise de colonisation, l'écrivain condamne dès le deuxième chapitre, les sorciers et les sociétés secrètes, l'Europe qui n'a pas eu, je cite, la sagesse de chercher à se concilier leurs faveurs, et qui a donc commis la bêtise de battre en brèche les puissances sociales locales plutôt que de collaborer avec elles. Les 7 chapitres suivants réévalueront les usages médicaux et prophylactiques africains et seront pour l'écrivain l'occasion de fustiger la cécité des Européens, convaincus de leur supériorité sans réserve et peu curieux des usages différents des leurs. La conclusion se veut par conséquent une sévère mise en garde à l'adresse des Occidentaux et des médecins en particulier contre une non prise en compte des us et coutumes de celui à qui l'on prétend apporter la civilisation et le progrès. René Maran, et je vais terminer sur Asepsie Noire, inaugurait son propos dès le chapitre introductif en citant Victor Augagneur, que je vous ai donné à entendre au tout début de cette conférence, Augagneur qui fut le premier gouverneur civil de Madagascar de 1905 à 1910, mandat durant lequel il lutta contre les cercles militaires, auteurs d'abus regrettables, et contre les offices du travail, fournissant de la main-d'œuvre gratuite, mais il fut l'auteur surtout d'un ouvrage intitulé Erreurs et brutalité coloniale, qui faisait écho et corroborait les mêmes dérives dénoncées dès 1921 par Maran dans sa préface à Batouala et constatées par lui-même en Afrique équatoriale française. Au-delà de son attachement à une France idéale, généreuse, qu'il n'a jamais reniée d'ailleurs jusqu'au bout, qu'il a épousée très tôt et aimée profondément, de son message prétendument universel, auquel croyait Maran, et de sa défense d'une conquête respectueuse de l'altérité de l'indigène, qu'il honora jusqu'au bout, notamment avec sa collection de biographies que vous connaissez sans doute, des pionniers de l'Empire, rédigées durant les années 40, René Maran y croyait-il encore vraiment lorsqu'il concluait, je redonne la fin d'Asepsie Noire, on n'a qu'à attendre, attendons. Je passe à présent à ma deuxième partie qui sera consacrée au Tchad de Sable et d'Or, qui m'a intéressé également à plus d'un titre, mais vous allez le voir pour des raisons des raisons qui recoupent Asepsie Noire, mais également des raisons différentes. Et j'ai intitulé cette deuxième partie Le Tchad de Sable et d'Or, une autobiographie aux multiples visages. Alors le titre d'emblée, Le Tchad de Sable et d'Or, affiche sa dimension métaphorique. Le complément du nom, accolé au nom propre initial, trouve sa justification dès l'entame du texte. Et je vais citer les premières lignes du Tchad de Sable et d'Or, très intéressantes. Les voici. La nuit obstrue peu à peu le crépuscule rose et or. Il est temps de camper. Un signe au capita, un ordre. Ma baleinière met le cap sur un banc de sable et s'y échoue en crissant doucement. Nous n'irons pas plus loin ce soir. L'incipit apparaît donc soigneusement calibré. L'usage de phrases nominales, d'une alternance entre phrases courtes et phrases plus amples, la métaphore initiale, le crépuscule rose et or, la présence d'un lexique spécifique exotisant, tel que capita, ou bien un peu plus loin le mot bar, B-A-H-R, ainsi que l'utilisation d'un présent de narration, couplé à un futur proche, renforçant le caractère dramatique du récit, et la progression dramatique que le récit ménage, installe dès l'augure la narration de Maran dans le drame, je dirais même le drama, c'est-à-dire, selon l'acception de ce terme grec,
je donne cette acception, une action jouée sur scène, une pièce de théâtre. Ainsi, ce premier chapitre, que Maran a nommé En baleinière, compte-t-il l'arrivée sur les lieux, l'entrée en scène du narrateur, et résonne-t-il comme la scène d'exposition du drama qui nous sera donné à lire, donné à voir. De même, les tout derniers chapitres, qui s'intitulent Vers Fort-Lamy, De Fort-Lamy à Canot, puis la conclusion, peuvent-ils être envisagés comme le dénouement, la scène de clôture du spectacle auquel nous avons assisté. Le mystère auquel la description de Maran donne accès dans les lignes qui suivent, renforcé par l'ambiance interrogative qui plane sur cette scène d'accostage, ainsi que par l'usage du pronom personnel indéfini « on », je cite, « J'écoute un moment, les yeux clos, ce que l'on dit autour de moi. On rit, on se chamaille, on chante. De quoi rit-on? De qui? Je n'en sais rien. De moi peut-être. Ne sera suivi qu'ensuite, qu'après coup, par l'évocation explicite de l'arrivée sur les lieux du drame, ainsi qu'il est pourtant de coutume, au seuil de tout récit de voyage qui se respecte, je cite, « 3 jours pleins que j'ai quitté Fort Crampel pour Fort Archambault, Loubangui pour le Tchad, ou plutôt pour le Chari. » Mais effectivement, cette indication n'arrive qu'après la description que je vous ai fait entendre. Un renversement, donc, par rapport aux normes en usage, a donc cours. Maran brouille, il me semble, dès le chapitre augural, les frontières génériques et déjoue les attentes inhérentes aux différents types de textes qu'il mobilise. La dernière section du chapitre liminaire propose en fait, et c'est une de mes hypothèses également de lecture, un véritable manifeste de lecture, une méthode de déchiffrement de la matière Afrique. Je cite Maran, « Voici la traînée du caïman, les traces de l'antilope, celle terrible du lion. Il faut en quelque sorte les anthropométrer, les unes après les autres, pendant des semaines et des mois, si l'on veut apprendre à lire au livre qui n'a que l'immensité pour signer. » Fin de citation. Dès lors, la séquence descriptive qui précède et celle qui a ouvert la narration outrepasse leur simple fonction représentative et révèle une véritable méthodologie d'appréhension, d'approche de cet objet inconnu qu'est l'Afrique. La dernière phrase du chapitre renoue avec la notation concrète qui, elle, relève du journal de voyage, je cite, « Demain à midi, nous serons à Fort Archambault. » Après le deuxième chapitre, qui s'intitule « Chef-lieu de circonscription », dans lequel Maran présente au lecteur ses différents collègues et la coutume journalière à laquelle il s'adonne, l'apéritif, coutume effectivement qu'importent en Afrique les fonctionnaires coloniaux français, chapitre donc pleinement autobiographique, Maran aborde dans La vie du broussard, c'est le troisième chapitre, la nécessité pour l'agent colonial de connaître les coutumes et les langues de ses administrés afin d'être à même, je cite, de descendre plus avant dans l'âme des populations dont on m'a confié la gérance et de ne plus les froisser inconsidérément dans les croyances et coutumes qu'ils ont héritées de leurs traditionnaires. Donc vous voyez, on retrouve la même idée, apprendre les langues de celui qu'on prétend civiliser, connaître les coutumes, la même idée que dans Asepsie Noire. Maran reformule donc son propos présent dans Asepsie Noire, je cite, « Une bonne colonisation se doit de prendre en compte la personnalité des colonisés, leur identité culturelle, sociale, existentielle, et demande donc finalement un effort de dialogue culturel, quand bien même les uns sont censés civiliser les autres. » À ce titre, Maran décoche une critique incisive contre cette colonisation française, puisqu'il donne en exemple la méthode anglaise. Je le cite, « L'administration anglaise le sait bien, qui élimine sans recours, jour pour jour au bout d'1 an, tout aspirant fonctionnaire qui se révèle à l'usage, incapable de parler les langues ou dialectes des pays où il prétend servir. » Et Maran d'enjoindre fortement les Français à suivre les pas des Anglais sur ce point, puisque la communication entre populations conquises et populations européennes s'en verrait facilitée, débarrassée alors de tout filtre déformant, puisque effectivement les Français ont besoin de passer à chaque fois par un interprète, et donc toutes les déformations effectivement possibles guettent.
Lorsque Maran aborde dans le chapitre suivant intitulé Divinité Sara, chapitre conséquent, les croyances religieuses, les mythes des bandas de Lubangui et des Saras du Chari, c'est pour en souligner la remarquable proximité. Ainsi qu'il l'annonce d'entrée, je cite, « L'imagination humaine est bornée. Les héros indigènes, les génies qu'elle nous présente comme dieux, ne sont guère que symboles, ayant fréquemment entre eux, quel que soit le patronyme dont on les affuble, de bien curieuses ressemblances. » Et c'est ainsi un plaidoyer en faveur de l'unité du genre humain, malgré les disparités de surface que livre en ces lignes Maran. Kolikombo, le génie du mal chez les bandas de Lubangui, correspond dans les grandes lignes au corps, qui est à KOR, des Saras du Chari. Le chapitre suivant, Coutumes et traditions, permet à Maran de nuancer les propos des médecins européens, à l'instar de ce qu'il fit dans Asepsie noire. Ainsi, ouvrant ce chapitre par les propos du docteur Huot, dans son essai, je le nomme l'essai La femme chez les primitifs centrafricains, dans lequel celui-ci dénonce l'inactivité foncière de l'homme au détriment de la femme, à qui, je cite, incombent tous les travaux, tous les soucis, toutes les responsabilités, Maran tâche, une fois encore, de relativiser ce discours. Je cite, les remarques du docteur Louis Huot sont extrêmement intéressantes, mais pas assez nuancées pour être exactes. Et effectivement, je le dis, le docteur Huot est vraiment. Les travaux du docteur Huot vont être régulièrement attaqués, relativisés par Maran dans les trois livres qui nous occupent aujourd'hui. Maran met en garde contre une généralisation hâtive à propos des différentes ethnies africaines, tout en concédant aux médecins français, je cite, des points de contact entre ces diverses sociétés. Et Maran de montrer que les hommes, chez les Saras, possèdent pour attribution un certain nombre de tâches et donc ne font pas rien, si l'on reprend les propos du docteur Huot, c'est plus complexe que ça, attribution, la chasse, le défrichement et le labour des plantations, les semailles, l'entretien des terres ensemencées, les moissons. Cependant, tout au long de l'essai Le Tchad de sable et d'or, Maran ne manque de pointer les bienfaits indubitables que la colonisation française en Afrique a apportés. Ainsi, la coutume qui consistait chez les Saras à enterrer vifs deux esclaves, un homme, une femme, avec le chef à qui ils devaient servir de domestique dans l'au-delà, a-t-elle été abolie par le capitaine Cros au lendemain de la mort d'un grand chef Niéline. Cette anecdote, au crédit de la colonisation, est reprise par Maran dans son essai Légendes et coutumes nègres de Lubangui-Chari, publié 2 ans plus tard. De même, dans ce même chapitre, Coutumes et traditions, Maran n'hésite pas à rapporter les coutumes rétrogrades, et généralement en défaveur des femmes, il faut bien le dire, qui ont cours en Lubangui-Chari. Ainsi, il dénonce les multiples supplices qui menacent toute femme lorsqu'une mort survient dans le clan, puisque la mort est évidemment imputable à la seule femme, toujours, puisqu'elle est chez ces peuples non naturels. Elle ne peut pas être naturelle. Supplices qui sont donc censés la faire avouer. De même, il rapporte la cruelle intervention, ce sont ces mots, que constitue le rituel de l'excision, nécessaire pour toute femme, et, je le cite, les pires hurlements de douleur que couvrent les cris des assistants de la matrone chargée de l'opération. Par comparaison, le Sara de sexe masculin, je cite Maran, n'est pas tenu de se faire circoncire et ne s'y prête que quand bon lui semble. Donc on voit bien que là, il y a une inégalité, effectivement, entre le genre masculin et le genre féminin. Mais dans un souci d'objectivité et de juste évaluation de la culture des populations conquises, il reconnaît par ailleurs, je le cite, qu'il ne semble pas que l'esclave ait jamais été très malheureux chez les Saras. Bien que ne bénéficiant pas des mêmes rites au moment de son inhumation, une fois mort, il est enterré à part, il jouit cependant de son vivant d'une certaine considération et fait partie intégrante de la famille de son maître. J'ai perdu, excusez-moi, le chapitre intitulé « L'histoire des Saras d'après les Saras », tout en souhaitant donner voix aux principaux intéressés quant à leur propre histoire, met en garde le lecteur, je cite, « Les Saras individualistes à l'excès ne vivent que dans le présent, il est donc on ne peut plus difficile, même en faisant appel aux hommes chargés d'ans et à leurs souvenirs, de brosser à larges traits, ne serait-ce que le tout dernier siècle de leur histoire. » Et Maran dénonçait une suite de guerres intestines, force des prédations,
au rythme d'alliances et de trahisons, dont Bang Mamadi, un des chefs, et ses descendants se sont rendus coupables. Massacres, incendies, razzias, rapts de femmes et d'enfants. Le terme de ce chapitre voit l'explorateur Émile Gentil venir à bout des troupes de Rabi, sultan du Bornou, qui avait mis la contrée à feu et à sang, et la pacification du Tchad débutait. La conclusion de Maran est sans équivoque. Je cite, « En fait, la victoire de Gentil mettait fin à l'une des plus grandes entreprises de brigandage et d'esclavage que l'Afrique centrale ait connue. » Et Maran ajoute, « Ce résultat vaut à lui seul tous les panégyriques. » Dans le chapitre suivant, Pacification du Chari et du Tchad, Maran aborde la question de la bonne méthode de colonisation. Administration directe ou administration indirecte? L'auteur de Batouala rappelle une fois de plus que les chefs indigènes possédaient une autorité qui reposait sur, je cite, des sévices, des rapines et l'assassinat, et qu'ils ne voyaient dans les villages relevant de leur plaisir souverain que des étables à bétail humain. Les mots sont très forts. Mais l'écrivain se garde de trancher résolument et définitivement pour telle ou telle option. Il commente, je cite, « Il y a les idées, il y a les faits, la nature ne procède point par saut, les révolutions ne sont que des évolutions brutales, facilitées au préalable par des poussières d'impondérables, sinon elles avortent. » Il clôt cette section en abordant le problème de la conscription en Afrique équatoriale française et en montre le danger potentiel. Déracinement des conscrits une fois de retour au pays, exode massif de population, dénuée d'état civil et fuyant vers les colonies voisines, main-d'œuvre manquante pour mettre en valeur ce que Maran nomme la France africaine, absence d'engagement à long terme permettant de s'attacher à la loyauté des régiments, enfin, difficulté de tenir à jour les registres de ces réservistes. Maran conclut donc sur ce point, je cite, « En bref, l'armée noire est une réalité démesurément grossie, et ses réserves ne sont qu'un mythe. » Défendant l'entreprise de colonisation française, Maran déplore bien souvent le manque d'efficacité, le défaut d'organisation, les lacunes qui amoindrissent la noblesse de cette entreprise et ainsi le prestige de la France. Cependant, dans le chapitre suivant, Dernier jour, Maran s'enquiert auprès des vieillards africains de la réputation que les Européens ont acquise auprès d'eux. L'un d'eux déclare, il fait parler ce vieillard, il transmet sa parole, « Nous aimons les Blancs, il y en a de bons, il y en a d'autres qui le sont moins, n'importe, avec eux la vie est belle. » Et le vieillard en question de souligner la longévité que les Africains auraient obtenue du fait de la disparition de chefs cruels, comme Rabi, que j'ai cité tout à l'heure, grâce à la pacification entreprise par l'armée française. Maran ne s'avoue nullement surpris de tels propos. Je vais conclure sur le Tchad de Sablé d'Or, et je vois que le temps passe, hein, j'ai l'œil sur l'heure, donc je n'évoquerai pas, on pourra peut-être en parler dans la discussion, les gens des coutumes nègres de Loubangué Chari. J'ai finalement prévu une conférence un peu trop longue pour notre format. Le terme du séjour se voit différé sous la plume de Maran. Donc j'en viens à la fin de cet essai, le Tchad de Sablé d'Or, qui dès la page 107 annonce, je cite, « les derniers jours de sa mission ». Or, ces derniers jours vont s'étirer sur une trentaine de pages. C'est cela qui m'a frappé. Pour un journal de voyage, ou en tout cas un récit autobiographique, les fameux derniers jours occupent un format conséquent en fin d'essai. En d'une trentaine de pages, ce terme n'en finit pas d'advenir, comme si l'écrivain finalement éprouvait quelque peine à boucler son récit, à mettre le point final. Certes, le départ se prépare et ne peut être improvisé. Maran quitte Koumra, son dernier poste, et gagne d'abord Fort-Lamy, puis Kano. Les descriptions minutieuses, précises, se succèdent, mais finalement, que cache-t-elle? Maran écrit, je cite, une description intéressante, « Pays plat, uni, lisse, immensité. Sur cette immensité, torride, le soleil. Chaque fois que l'on essaie de peindre ces régions, toujours les mêmes mots finissent par revenir, solitude, tristesse, immensité, sommeil, soleil. La confusion règne, la pensée, arasée, se trouve supplantée par un trop-plein de sensations. Une fois sur le paquebot, pris à Lagos, au Nigeria, qui va le ramener donc à Marseille, Maran peut constater, je cite, « Après 14 ans d'agonie, une période de ma vie est morte, qui fut comme les précédentes,
riche en amertume et en désillusion, mais aussi en acquisitions précieuses. Au-delà de ce bilan mitigé, l'écrivain catégorique affirme, et ça c'est très intéressant, je cite, « J'ai renoncé à l'Afrique pour toujours. La vie civilisée m'a repris d'un seul coup. » Mais, évoquant la brousse, tout juste quittée, il précise « Elle m'a saturé de souvenirs. » Et plus loin, ces derniers mots, je cite, « Mon choix est fait depuis toujours. Il n'est qu'en France où je me sente heureux. Et je n'aime voyager qu'en souvenir. » Ainsi, au terme de ce texte hybride, et finalement la question reste ouverte, qu'est ce texte, le Tchad de Sablé d'Or? Essai ethnologique, anthropologique, traité d'histoire, journal de voyage, autobiographie, narration à caractère théâtral? On pourrait multiplier les dénominations. Maran déjoue-t-il une fois de plus les conventions du récit de voyage, mais aussi de l'entreprise autobiographique? Celle-ci, initiant le volume et le clôturant, se voit annulée entre ces deux extrémités, ménageant un trou en son centre, ce que j'appellerais moi un œil du cyclone, qui se veut véritable guide d'initiation, mode d'approche de la culture de l'autre, appelle à respecter son intégrité, malgré la légitimité de l'entreprise coloniale que Maran défend. Il semble, c'est encore une hypothèse de lecture, il semble que l'hybridité de ce texte, ainsi que l'abîme qui s'y dessine entre son augure et sa clôture autobiographique, témoigne d'un trouble persistant chez René Maran et de ce qu'il appelle des radiations les plus secrètes et de l'horreur sacrée que l'Afrique aura déposée en lui. Le véritable transport, il me semble, est bien celui de la métaphore, présente dès l'incipit et réaffleurant en l'envoi final. Alors, si j'avais eu le temps, j'aurais abordé ce troisième texte, mais je vais suivant. Oui, mais monsieur. Peut-être une ligne, si vous me permettez. Oui, monsieur Sanson, les groupes m'a dit que vous pouvez finir votre conférence. Il manque une dernière partie, et donc on peut attendre. Ça, c'est très intéressant. Donc, on attend, on vous écoute. D'accord. De toute façon, elle est moins longue que les deux autres, donc je la fais. Je vous remercie. Donc, troisième partie, légende et coutumes nègres de Lubangui-Chari, et j'ai appelé cette partie pour un décentrement du regard. Et vous voyez, c'est l'idée que je développe qui est, je ne l'invente pas, qui est dans Asepsi Noir et que je mets en avant et que l'on retrouve dans le dernier texte de cette matière africaine, légende et coutumes nègres de Lubangui-Chari. La collection Les œuvres libres, créée en 1921 par l'éditeur Artem Fayard, avait pour objectif de proposer dans chaque opus une anthologie de textes littéraires courts, inédits, intégraux. Ainsi, en 1933, René Maran fit-il paraître, sous le titre « Légendes et coutumes nègres de Lubangui-Chari » et « Chose vue » en guise de sous-titre, la synthèse de ses observations en matière de mœurs et coutumes chez les populations d'Afrique équatoriale française, et plus spécifiquement chez les Bandas de Lubangui et les Saras du Tchad. Ce texte, comportant 56 pages, et que donc je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, sans aucune illustration, revient sur quelques-unes des idées fortes de Maran en matière d'Afrique et de colonisation. Dès l'augure, l'écrivain rappelle l'intérêt croissant pour l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il énumère un certain nombre de travaux d'ethnologues, d'anthropologues, de médecins, et là les références sont nombreuses, auxquels il rend hommage, mais il déplore simultanément le manque d'empathie des conquérants européens pour les populations soumises. Incapables de se démarquer de leur positionnement initial, de leurs préjugés préalables, ils s'adonnent bien souvent à des généralisations hâtives, faute d'un décentrement salutaire du regard. Ainsi, Maran affirme, sans équivoque, je cite, Maran, « La plupart de ces écrits ont beau viser à l'impartialité, ils ont le défaut d'être trop souvent européano-morphiques. » C'est le mot de Maran. Maran conforte son exhortation à, c'est son expression, se faire une âme primitive par le rappel d'une des encycliques du pape Pie XI, qui avait été publiée peu auparavant, qui fit de cette volonté de pénétrer la mentalité des populations à évangéliser l'une des directives essentielles des missionnaires chrétiens.
Et c'est intéressant que Maran fasse appel, nomme cette encyclique du pape Pie XI. Maran donne à ce bref essai un tour définitif, il me semble, et vous allez le voir, en tout cas j'espère le faire entendre. Il va radicaliser, il me semble, certaines de ses positions, en indiquant d'entrée, je le cite, qu'il se fonde sur 13 années de recherche personnelle et qu'il fera montre de la plus grande objectivité, contrairement aux auteurs précités. Ce sont les mêmes médecins déjà convoqués dans Asepsie Noire dont Maran cite les travaux et qu'il critique pour leurs approximations ou leur manque de nuances. Ainsi, nous retrouvons notre fameux docteur Huot, sur lequel Maran s'acharne, effectivement non sans raison, ainsi du docteur Huot, dont le fameux La femme chez les primitifs centrafricains, que j'ai cité tout à l'heure, extrait de son essai L'âme noire, est une fois encore au but aux critiques de Maran, qui écrit, je le cite, « Plus de nuances et moins de dogmatisme eussent été mieux à leur place en un sujet aussi ardu. » Une fois de plus, la description de la répartition des tâches entre les hommes et les femmes chez les populations centrafricaines, vous voyez, il reprend certains motifs qui sont déjà présents, apparaît trop généraliste aux yeux de Maran et ne prenant pas suffisamment en compte les variantes existantes. C'est ça. En fait, il dit, c'est comme si, effectivement, un Africain étudiait les populations européennes et généralisait, établissait un type européen faisant fi, effectivement, des différences entre les différents peuples d'Europe. C'est un petit peu similaire. De même, le travail du docteur Curot, déjà évoqué et critiqué dans Asepsie Noire, est-il à nouveau abondamment cité. L'évocation d'une séparation tranchée des sexes, reflet, selon le docteur Curot, d'un mépris souverain du sexe fort pour le sexe faible, est relativisée par Maran. Je le cite, « Peut-être est-ce aller vite et loin en besogne. Se prononcer sans restriction en matière aussi délicate n'est pas chose aussi simple qu'on veut bien le donner à entendre. » Plus généralement, les sociétés primitives de l'Afrique équatoriale, le grand livre du docteur Curot, donne lieu à une appréciation mitigée de la part de l'auteur de Batouala. Outre ce qu'il nomme des contre-vérités constatées, un manque de profondeur quant aux observations exposées est déploré par Maran. Je cite Maran, « Les citations qui sont extraites du tendancieux ouvrage du docteur Curot comportent toutefois autant de vérité dans leur ensemble que de contre-vérités dans les commentaires dont est paré cet ensemble. Du reste, plus l'on débrousse les terrains ethniques où coutumes et traditions jouent un rôle essentiel, plus l'on acquiert la conviction que la science dont se réclame le docteur Curot et certains de ses pairs est un peu trop superficielle. » Il livrera plus avant dans son essai une charge supplémentaire contre le travail du docteur Curot lorsque celui-ci déplore le manque d'imagination de l'enfant noir dans ses jeux et l'esprit d'imitation exclusif qui le guiderait, à la différence bien évidemment de l'enfant blanc, qui, pour sa part, je cite Curot que cite Maran, anime les scènes qu'il joue. Face à cet essentialisme, c'est le moins qu'on puisse dire, sûr de lui-même, Maran se fait tranchant et réfute catégoriquement les assertions du docteur Curot. Je le cite, il y a comme toujours du bon et de l'excellent dans les gloses du docteur Curot, mais il y a aussi du mauvais et du pire. Car, contrairement à ses préjugés savants et à ses apophthegmes, le jeune nègre, considéré de près, fait preuve de la même pétulance, de la même turbulence et de la même imagination éruptive que l'enfant blanc. Ce fait paraît être si bien établi maintenant qu'on se ridiculiserait en le niant. Rappelant par suite que l'enfant noir a été bercé par des contes et légendes, souvent animaliers, que lui narre sa mère au coin du feu, et a donc été baigné dans l'esprit de poésie dès son plus jeune âge, esprit de poésie dont pourtant le docteur Curot dit que l'enfant noir est privé, Maran livre au lecteur 2 contes issus du folklore Banda, donc ce qu'il n'avait pas fait dans les 2 autres, c'est parce que ça ne s'y prêtait pas, c'était pas le sujet, mais effectivement dans ce dernier texte, il livre 2 contes, La poule et l'éléphant, mais également le lion, l'antilope rouge et
les buffles. Alors, j'arrive au terme de cette conférence. Quoi qu'il en soit, le ton adopté par Maran, et je pense, j'aurais pu donner bien d'autres exemples, mais j'espère en tout cas vous l'avoir fait entendre par les quelques exemples prélevés, le ton adopté par Maran se fait définitif, sans appel. Il ne ménage plus les autorités scientifiques de son temps. Aussi enfonce-t-il le clou. Je le cite, « Les apparences suffisent d'ordinaire à leur soif de connaître ». Il parle des savants européens. Il condamne tout et toujours sans appel, en ignorant tout des faits de la cause. Le seul auquel Maran rend un hommage appuyé, et je trouvais pertinent de citer cette grande personnalité aujourd'hui, n'est autre que Félix Éboué, administrateur-chef colonial, futur gouverneur de la Martinique et de la Guadeloupe, puis du Tchad et enfin de l'AEF, et ancien condisciple de Maran au lycée Montaigne à Bordeaux. Cependant, fort d'un savoir empirique et au nom de cette objectivité revendiquée, Maran ne peut s'empêcher de formuler une critique, même à l'adresse d'Éboué, après avoir loué le travail de son prédécesseur, le fameux ouvrage « Les peuples de l'Oubangui-Chari ». Je cite Maran, « Il n'est rien du passage reproduit ici qui ne soit marqué au coin de l'exactitude la plus impartiale et la plus absolue. Tout au plus peut-on reprocher à M. Félix Éboué de s'y être montré un peu trop catégorique en affirmant que, chez les Bandas, c'est l'esprit connu sous le nom de Ngakura ou tel autre esprit au choix qui fait connaître par le truchement de ses zélateurs, souvent plusieurs semaines après la naissance du nouveau-né, le nom qu'il convient de donner à celui-ci. » Fin de citation. Après avoir exposé nombre de coutumes propres aux peuples Banda et Sara, Maran close cet essai sur la mythologie de ces deux ethnies centrafricaines, l'origine du monde et, plus précisément, le mythe du peuplement de la terre, a donné lieu dans la mythologie Banda à nombre de versions. Maran en rapporte 3, les plus courantes selon lui. Il est fort significatif, et je reviens à mon interrogation générique, que j'ai fait entendre dans mes 2 parties précédentes, il est fort significatif, il me semble, qu'il donne un extrait, au fil de ces 3 versions, de son roman Batouala, après avoir d'abord proposé 2 variantes, l'une issue de L'âme noire du docteur Huot et la deuxième des peuples de l'Oubangui-Chari de Félix Éboué. Ne s'agirait-il pas pour Maran d'abolir les frontières génériques dès lors qu'il s'agit de se confronter à la matière Afrique, tant le continent noir brouille toutes les assignations, tous les repères préalables, suscite un vertige défiant toutes les classifications, vertige dont le Tchad de Sable et d'Or, il me semble, enregistrait déjà les ondes vibratoires. Je vous remercie. Bravo, c'est à nous de vous remercier, monsieur. Et ça serait dommage de ne pas vous entendre là. Cette dernière partie. C'est vraiment vos recherches, vos études sont sensibles, nous touchent beaucoup, parce que vous nous apportez des choses que normalement on n'a pas l'occasion de voir, de trouver. Donc, on vous remercie beaucoup. Et nous allons commencer donc par les questions du public. Il y a déjà une question, comme je vous ai dit. Et cette prof, je la connais et je sais qu'elle a fait son master et doctorat sur l'œuvre d'Assia Djeba. Et donc, elle pose la question, pourriez-vous nous parler des éventuels dialogues ou influences entre le Maran et Assia Djeba dans leurs œuvres respectives? Comment ces deux auteurs d'époques et de contextes différents ont-ils pu interagir à travers leur écriture, en particulier en ce qui concerne la question de l'autobiographie, de la colonisation et des identités? Là, c'est une autre conférence. Oui. Ouais. Alors, je peux dire, enfin, je vais peut-être répondre à côté de la question, mais j'ai un petit peu fréquenté. Alors très modestement, évidemment, c'est pas comparable avec Albert Memmi que j'ai bien connu, mais j'ai un petit peu connu Assia Djebar
et j'ai beaucoup aussi travaillé sur elle, elle ne m'a jamais parlé, ou en tout cas, moi, je n'ai jamais lu dans les différents entretiens qu'elle a pu donner, ou les différentes conférences qu'elle a pu prononcer, je ne l'ai jamais entendu parler de René Maran. Alors, je ne sais pas si elle l'a lu, mais en tout cas, pour essayer en tout cas d'établir un lien, il me semble qu'effectivement, cette question des, comment dirais-je, de l'articulation entre la grande histoire, enfin, ce que j'appellerais l'histoire collective, et l'histoire individuelle, dont on sait qu'elle est au fondement de la grande œuvre, hein, d'Assia Djebar, l'amour, la fantasia, effectivement, c'est cette capacité à articuler, à lier l'histoire individuelle et l'histoire de son peuple, de ses ancêtres, etc. Ben, j'ai essayé un petit peu de le faire entendre, en tout cas avec les 3 livres qui nous intéressaient aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans le Tchad de Sable et d'Or. C'est la façon dont ce texte commence comme un journal de voyage, et encore un journal de voyage, je l'ai fait entendre aussi, pas tout à fait conventionnel, hein, dès le départ. C'est un journal de voyage qui est miné par d'autres appartenances, par d'autres références, etc. Et donc, ce journal de voyage transite ensuite par les coutumes des peuples Banda, Sara, que Maran nous donne à découvrir. Et, in fine, il revient vers l'autobiographie et le journal de voyage. Donc, il y a quand même cette confrontation, cette mise en rapport de l'histoire avec un grand H, en tout cas de l'histoire des peuples, avec l'histoire individuelle. Et c'est peut-être le lien, mais bon, j'ai conscience, c'est trop vite dit, et évidemment, c'est une question très intéressante. Ça nécessiterait effectivement de se pencher sur la question sérieusement, mais il me semble que c'est peut-être un des points communs, peut-être, un des points d'accroche qu'on peut dégager entre l'œuvre de Maran et l'œuvre de Djebar. Mais en même temps, bon, ce sont des œuvres tellement singulières et c'est pas des œuvres qu'on rapproche forcément au départ. Mais en tout cas, moi, il me semble que c'est un des points d'accroche que je dégagerais, s'il fallait en dégager un, en tout cas. Et merci, Maria Renali, pour la question. Et Monsieur Sanson, je sais que Maria Renali, par exemple, elle a trouvé des rapports entre Fanon et Assia Djebar. Oui. Oui, là, mais en français, il n'y a pas beaucoup de choses. Là, en anglais, oui, il y a beaucoup de documents, on peut trouver, parce que en fait, ces rapports ont été aux États-Unis, cette liaison entre Fanon et Assia Djebar. Oui. Et Assia Djebar, c'est bien sûr, c'est cette question d'autobiographie, l'amour, la fantasia, comme vous avez cité, donc l'exemple entre la colonie, la métropole. Et en plus, vous nous avez apporté les amis du public, vous pouvez poser des questions, parce que là, je passe à une autre question. Et vous nous avez apporté la matière africaine de l'œuvre de René Maran entre l'essai et l'autobiographie. À un certain moment, vous nous dites il y a une certaine hybridité. Oui. C'est quoi en fait un journal de voyage? Qu'est-ce que c'est en fait? Oui, mais quand vous apportez entre essai et autobiographie, vous choisissez déjà. Oui, c'est vrai. Le titre, vous avez totalement raison. Le sous-titre, on va dire, hein, puisque là, il s'agit du sous-titre. Je suis totalement d'accord avec vous. Et bon, après, c'est un peu le tort parfois des titres et des sous-titres. Hein. Là, effectivement, il apparaît un petit peu réducteur, exactement. Mais pour revenir à ce que vous disiez, enfin, 2 choses. Et effectivement, moi, ce que je suis parti d'un de ces constats, en tout cas, qu'effectivement le Tchad de Sable et d'Or hésitait entre différentes appartenances génériques tout au long du texte. Ça, c'est le premier constat. Et ensuite, la question suivante, c'est de se demander pourquoi, effectivement, pourquoi il y a
moi, ce que j'ai appelé ce vertige, hein, j'ai appelé ça comme ça, pourquoi il y a ce tremblement, effectivement, des appartenances génériques tout au long de cet essai. Alors, je ne pense pas je n'ai pas donné non plus la réponse, je formule la question. Je pense en même temps que cette matière Afrique, comme je l'ai appelée, il faut savoir déjà que Maran n'est jamais retourné quand il est rentré en France au bout de 14 ans hein, d'exercice en Ouban-Guichari, 1909, 1923 ou 24, 15 ans. Il n'est ensuite jamais retourné en Afrique. Il sait très bien que quand il revient en France, c'est définitif, il ne reviendra pas en Afrique. Et j'ai donné à entendre volontairement la fin du Tchad de Sablé d'Or, et je n'aime à voyager qu'en souvenir. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi. Le voyage ne l'intéresse pas en soi. Et il n'a aucune envie de revenir ensuite de façon concrète, en tout cas, à ce continent africain. Mais en même temps, parallèlement, il dit ce continent africain m'a marqué pour toujours, négativement et positivement, les deux. Et je pense qu'effectivement, ce que j'ai appelé cette matière africaine, ou cet objet Afrique, je ne sais pas, on peut le nommer de différentes façons, a tellement troublé Maran, a tellement a généré de telles interrogations en lui et un tel trouble, que je pense qu'effectivement, ça se reflète en quelque sorte dans la recherche formelle même, dans l'appartenance générique même. Ce trouble, voilà, trouve son reflet, trouve son point d'application, je crois. Bon, c'est une hypothèse de lecture, mais évidemment, après, c'est un point de départ, ça demanderait à être poursuivi, à être pensé, ça ouvre effectivement des horizons. Je pense que je continuerai d'ailleurs hein, à travailler là-dessus, puisque là, j'en profite pour vous le dire et peut-être pour le dire à tous nos participants, ça les intéressera. Le CNRS va sortir, alors moi je ne suis pas dans le premier tome, mais va sortir les éditions du CNRS vont sortir les fictions de René Maran dans les prochains mois, puisque là le volume est en finition. Donc c'est un volume critique et génétique, donc génétique à partir des manuscrits, des tapuscrits de René Maran. Toutes les fictions de René Maran, romans, nouvelles, ont été rassemblées dans ce volume, et donc une étude, une analyse critique et génétique a été faite. Et le second volume sera consacré aux essais au sens large de René Maran. Donc on aura les biographies, on aura les essais, on aura les textes autobiographiques, les articles, voilà, tout ce qui n'est pas fiction. Et moi, effectivement, si effectivement, enfin, quand ce deuxième volume sera mis en chantier, je devrais effectivement m'occuper des trois volumes en question, des trois textes en question, et je pense que je poursuivrai cette réflexion. Effectivement, je pense que cette réflexion est importante, mais voilà, je ne suis qu'au début de cette réflexion. Merci. Donc, n'oubliez pas de partager avec nous vos découvertes oui, et vos résultats. Avec plaisir, bien sûr. Et là, quand le livre sera... J'enverrai au groupe, en tout cas, quand le volume sortira, je ferai savoir, évidemment, je communiquerai à Denis et enfin à vous tous l'information de la sortie de l'ouvrage, bien sûr. Mais pour revenir, je voulais juste terminer, vous parliez de Fanon, c'était juste effectivement pour dire, oui, là par contre, évidemment, c'est fondamental. Assia Djebar l'a dit dans de nombreux colloques, quand elle a pu s'exprimer, moi je l'entends encore, quand elle a parlé en 2008 au colloque de Cerisy auquel j'étais présent, elle a dit la dette qu'elle avait envers Frantz Fanon. Elle ne manquait jamais une occasion de rendre hommage à Frantz Fanon, qu'elle admirait beaucoup, et elle l'a toujours dit que c'était le seul homme qui l'avait encouragé en Algérie à cette époque, quand tout le monde lui disait, mais enfin c'est quoi ces romans de femmes, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut écrire des essais pour soutenir le combat libérateur du peuple, soutenir la décolonisation, etc. C'est pas des romans de jeunes filles qu'il faut écrire. Et le seul qui l'a encouragé, c'est Frantz Fanon. Il lui a dit, ne cédez pas, continuez, ce que vous faites est fondamental, continuez à écrire des romans. Et ça, elle ne l'a jamais oublié, et elle lui a toujours rendu, elle l'a toujours rappelé, hein, cela.
Donc, voilà, c'était juste pour apporter effectivement ce que vous disiez tout à l'heure sur Frantz Fanon. Oui, c'est une figure. Oui, et en plus, on sait, pendant les mouvements de la négritude, Suzanne et d'autres, les frères, les sœurs, pardon, les sœurs Nardal, Oui. qui étaient très engagées, elles disparaissent un peu. Et de laisser l'atmosphère et toute la pensée de la négritude, du mouvement de la négritude, Et en même temps, c'est ce que vous dites, de toute façon, c'était le mouvement, et Assia Djebar en a souffert au début, elle a dû lutter une bonne partie de sa carrière, c'était la volonté de minorer, d'occulter les femmes, évidemment, et le rôle des femmes, et vous avez raison, enfin, les sœurs Nardal, on les a redécouvertes récemment, à Paris, il y a je ne sais pas si c'est une rue ou une promenade qui porte leur nom, qui a été inaugurée, oui. Voilà, bon, on reconnaît maintenant leur rôle, mais effectivement, à cette époque, on parlait, enfin, il y a encore 15, 20 ans, 30 ans, on parlait peu des sœurs Nardal, tout comme on parlait peu aussi de Suzanne Césaire, on parlait peu de ces femmes-là qui ont joué un rôle très important, bien sûr. Bien sûr. Et par rapport aux femmes, je remarquais que Maron, lui, il écrit aussi sur ces questions. Ce sont deux questions à vous poser. Tout d'abord, c'est la question du thème. Donc, nous avons le thème de l'hygiène, de la médecine, de la santé. Donc, ça, c'est dans ses premiers livres, l'asepsie déjà. Le titre nous attire l'attention sur cette question. Je ne sais pas si c'est une lecture simple, mais j'aperçois une certaine ironie, ou une ironie très forte. Et quand il dit, par exemple, les Africains, ils prennent 3 fois par jour à cause de la chaleur, prennent des bains, la douche pendant 3 fois par jour, et donc c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il fait toujours des comparaisons. Donc là, c'est la première question. Pourquoi peut-être une hantise pour cette idée de la santé et tout. Et après, la femme, donc le rôle de la femme, c'est peut-être, il est plutôt à côté des Fanon dans la pensée, donc d'encourager les femmes à écrire, à venir, d'être montrées, d'être vues en fait, ou plutôt du côté Césaire et Senghor, qui ont caché Suzanne et les sœurs Nardal. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie pour vos deux questions qui sont effectivement fondamentales et passionnantes. Il y a la première, elle va recouper, je regarde en même temps les commentaires et je vois la question de Nice, et effectivement qui recoupe votre première question, la colonisation médicale. Et effectivement, alors pour la colonisation française, la colonisation médicale, c'était un aspect effectivement qui était très important, qui a été mis en avant, les rôles des dispensaires, y compris au Maghreb, qui est une zone une région du monde que je connais, enfin qui est mon terrain de recherche. Il y avait aussi cette valorisation de la colonisation par effectivement l'apport des médecins, l'action des médecins, etc., et des dispensaires. Mais enfin, il me semble quand même qu'en Afrique, il y a eu vraiment, et ça, c'est ce que Maran fait entendre, mais aussi l'historienne que j'ai citée à plusieurs reprises, Delphine Peretti-Courtis, qui a travaillé sur l'Afrique. Je pense vraiment que dans la colonisation de l'Afrique, il y a eu vraiment un rôle particulier, très important, qui a été accordé à celui qu'on appelait le médecin de brousse. Le médecin de brousse. Et donc, l'exemple type, et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi dans mon intervention, et également parce que c'était un ami de René Maran. René Maran en parle d'ailleurs dans cette, vous connaissez peut-être ce volume qui est sorti, qui est la correspondance de René Maran avec son ami Manuel Gaisto. Et on voit dans cette correspondance qu'il connaissait très bien le docteur Jameau. Quand il est rentré ensuite en France, le docteur Jameau venait parfois dîner chez monsieur et madame Maran. Donc ils se connaissaient. Et donc, il a rendu, à plusieurs reprises, il a rendu un hommage très appuyé à l'action du docteur Jameau. Et effectivement, le docteur Jameau, qui luttait contre cette maladie du sommeil, c'est vraiment l'exemple type du médecin de brousse dont on a fait une espèce de héros de la colonisation. Et je crois quand même,
Donc, pour répondre à votre question et peut-être reliée à celle de Denis, il me semble qu'il n'y a pas d'équivalent. Enfin, on peut trouver des équivalents, mais enfin, le médecin de Brousse a vraiment, en Afrique noire, a vraiment eu, AOF, AEF, a vraiment, on lui a conféré un rôle vraiment de premier plan, il me semble. Plus peut-être que dans d'autres zones géographiques colonisées également par la France. Voilà. Il me semble qu'il y a un rôle particulier dans cette colonisation, et c'est à cela d'ailleurs que se raccroche Maran, j'allais dire. Lui qui croit au prestige de la France, qui pense que le prestige de la France, c'est un patriote, passe par l'existence de l'Empire, de l'Empire français. Jusqu'au bout, il va croire à cela. Alors, jusqu'au bout, oui et non, parce que je crois qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même quelques signes. Il faut quand même rappeler que Maran va mourir en 1960, l'année d'ailleurs de l'indépendance des pays africains, pour la plupart. Il y a un signe, c'est intéressant cette similarité dans les dates. Donc il meurt en 1960, et on trouve quand même des textes entre 1945 et 1960 où on voit déjà qu'il a compris que la colonisation, c'était un échec. Ça n'avait pas donné ses fruits, que c'était une mauvaise voie, et que de toute façon, on allait vers la décolonisation. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Je vais juste vous donner un exemple. Il a chroniqué un certain nombre d'ouvrages, René Maran, pour vivre, vous le savez sans doute. Il publiait beaucoup dans les journaux. À l'époque, c'était payé, c'était rétribué. Et il a, par exemple, rendu compte du premier roman de Mohamed Dib, La Grande Maison. Et il a dit que c'est de ces livres, c'est ces livres qui préparent la révolution. Il a dit que la Grande Maison était un très grand livre, et qu'il était de ceux qui préparaient les révolutions. Donc vous voyez, déjà là, la position, elle a évolué. Et il dénonce effectivement les conditions de vie, à la suite de Dib, les conditions de vie dans lesquelles vivent les colonisés, la misère à laquelle ils sont trop souvent acculés, etc. Donc on voit que le propos s'est durci, et je pense qu'il ne soutient pas à la toute fin de sa vie la colonisation comme il l'a soutenue dans les années 20 et les années 30. Mais il est certain qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il croit en la colonisation. Ce qu'il dénonce, encore une fois, il faut le répéter, et on l'a dans la préface à Batouala, la célèbre préface, il dénonce les abus, ce qu'il appelle les abus, les errances, les errements de l'administration coloniale. Parce que lui, il veut une bonne colonisation. Il pense qu'une colonisation qui respecte l'altérité du colonisé est possible, et qui n'apporterait que le meilleur. En tout cas, il veut s'en convaincre. Alors, pour relier à votre deuxième question, j'ai un peu l'impression, mais j'allais dire comme beaucoup d'hommes de son époque, évidemment, il faut toujours recontextualiser, remettre dans l'époque en question. Maran, il peut être très en avance quant à son appréciation, son appréhension des femmes. Il peut être très en avance à certains moments, et puis à certains moments, il reconduit certains préjugés. Il n'est pas si en avance, effectivement, que ça. Il faut voir la façon, là encore, il faut lire cette correspondance qui est parue chez Présence africaine. La façon dont il parle des femmes africaines, c'est assez effrayant quand même. C'est très dévalorisant. Il ne se comporte pas mieux que l'administrateur colonial blanc qui a une maîtresse avec qui il couche. Il n'est pas question d'avoir des sentiments. C'est simplement une partenaire de plaisir, et ça s'arrête là. Et il dit bien que, bon, de toute façon, cette femme est primitive, il ne peut pas aller plus loin avec elle, etc. Et voilà, elle est là simplement pour les besoins physiologiques. Donc, c'est quand même, vous voyez, voilà. La question est très complexe. C'est difficile. Ça mériterait effectivement l'appréhension des femmes dans l'œuvre de René Maran, déjà, dans son œuvre, et par René Maran, notamment à partir de la correspondance, par exemple. Ça, c'est tout un travail, évidemment, qu'il faudra faire dans les années à venir. Mais en fait, c'est très, comment dirais-je, on peut pas répondre, c'est pas d'un seul tenant. C'est pas d'un seul tenant, pas du tout. Dans la correspondance, il parle à certains moments
de l'instinct, je ne sais plus quel terme il utilise, alors je ne veux pas déformer ces mots, mais il parle d'un instinct ou d'un instinct primaire, l'instinct sexuel qui conduit l'homme vers la femme et qui le conduit à assouvir ses besoins. Ben voilà, des termes évidemment qu'on n'utiliserait plus du tout aujourd'hui, bien évidemment. Il faut replacer ça dans son époque. Mais voilà, à certains moments, il apparaît quand même assez en pointe, parce que dans cette correspondance avec son ami Gaïsto, il évoque des femmes, hein, écrivains. Il peut parler de certaines poétesses dont personne ne parle. Donc, il n'y a pas du tout de préjugés par rapport au fait que c'est une femme qui écrit. Si c'est un bon auteur, on le met en avant, ça c'est clair. Et par ailleurs, il peut y avoir ces positions un petit peu, enfin, ces positions même réactionnaires, hein, enfin, et même racistes, disons-le, notamment vis-à-vis des femmes africaines. Alors peut-être avec, bon là je marche sur des œufs bien évidemment, et je fais évidemment très attention à ce que je dis, mais évidemment à cette époque il faut aussi se replacer, il y a aussi la façon dont les Antillais pouvaient considérer aussi malheureusement les Africains. Et Maran était un Antillais, enfin antillano-guyanais. Enfin lui se voyait comme un... Il était français bien sûr, mais il avait grandi en France d'ailleurs à Bordeaux. Donc voilà, mais il y avait quand même, ce préjugé à cette époque quand même très prégnant, assez fort des Antillais vis-à-vis des Africains. Donc je crois qu'il n'y échappe pas, totalement. Bon, j'ai conscience de répondre trop vite hein, à votre question, mais... Mais comme vous avez dit, on marche sur les œufs. Oui, c'est pas vrai. Et donc, si je reviens à Fanon, par exemple, lui il dit que l'Antillais reconnaît ses voix noires quand il va en France. Donc, ne se reconnaît pas noir. Donc, il pense aux sauvages sénégalais, mais pas à lui-même comme noir. Et Maran a fait la même expérience d'ailleurs. Il en parle hein, dans sa correspondance avec Gaïsto, que, alors ça n'a jamais été dans un mauvais... Il défendait ses camarades hein, avec qui il a grandi au lycée de Bordeaux, ou même avant au collège, je ne sais plus le nom de la ville, mais qui était proche de Bordeaux, où il était scolarisé. Et il a toujours dit qu'on l'appelait, il y avait un nom, je ne sais plus quel est ce nom, du genre Blanche-Neige, enfin un nom qui évidemment aujourd'hui apparaît bien sûr comme raciste. Mais il dit, mes camarades le disaient, c'était bon enfant dans leur bouche. Et tout le monde m'aimait bien. J'étais vraiment accepté, totalement, je faisais partie vraiment de la bande, il n'y avait pas de différence, etc. Mais vous avez raison, il a expérimenté cette conscience d'être noir par rapport à ses condisciples blancs, bien sûr. Il a fait cette expérience aussi. C'est un peu de la naïveté peut-être, de ne pas reconnaître que c'est du racisme, donc c'est de la naïveté. Alors peut-être aussi à cette époque, là encore, hein, on n'est pas dans la tête de Maran, mais il était tellement patriote, plus français, j'allais dire entre guillemets plus français que français, en tout cas fier d'être français, etc., que peut-être cette expérience même, c'est possible qu'il l'ait ressenti à certains moments, mais il l'a peut-être effectivement évacué. En tout cas, les aspects négatifs, il les a évacués parce que effectivement, ça ne prêtait pas à conséquence, que ses camarades l'acceptaient quand même globalement, et il a gardé des amitiés d'ailleurs pendant des décennies hein, avec certains anciens condisciples du lycée. Donc voilà, ça ne prêtait pas finalement à conséquence. Mais effectivement, il faut rappeler, c'est une autre époque, il était le seul lycéen noir à cette époque dans son lycée. Il était le seul. Donc évidemment, les camarades, il y avait un effet de curiosité. Voilà, il faut aussi, bien sûr, replacer cela dans le contexte. Mais voilà, après, c'est possible. Comme vous dites, il y a peut-être une autocensure qui est tout à fait possible. Tout à fait. Oui. Monsieur Hervé Sanson, il y a plus de questions, mais ça c'est de ma part. Ils m'ont dit on peut aller jusqu'à 15h40, donc on a un peu 5 minutes. Et là, vous avez fréquenté Monsieur Albert Memmi, oui. Et donc j'aimerais bien vous entendre parler, vous écouter en fait,
parler de cette œuvre, Pensée à vif, de la colonisation à la laïcité. Moi, c'est déjà sur ma liste pour l'acheter. Parce que là, je pense que c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette Oui, bah écoutez, projet? effectivement, j'ai connu Albert Memmi en 2011, au moment où j'ai commencé à travailler chez lui dans son fameux grenier, hein, qui contenait toutes ses archives et que j'ai numérisé un grand nombre d'archives en vue de la préparation de ces portraits hein, que vous avez cités tout à l'heure, sous la direction du professeur Dugas. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Albert Memmi. Alors, une amitié s'est mise en place malgré la grande différence d'âge. Hein, et puis, c'était un homme qui avait quand même qui avait un petit côté farouche. Hein, il fallait l'apprivoiser et ça ne se passait pas du jour au lendemain. Mais enfin, on a fini par devenir amis, avoir un vrai lien. Un vrai lien s'est établi entre nous. Et j'ai eu ce grand plaisir, en tout cas, effectivement, cet honneur, de faire ce livre avec lui, Penser à vif. Donc, il y avait deux objectifs en fait à ce livre. D'abord, rassembler, évoquer un parcours sur 50 années à peu près, enfin plus de 50 années, 60 années même, depuis les textes de Genèse du tout début des années 40, il avait 20 ans, jusqu'au début des années 2000, à partir des grandes thématiques qui structuraient son œuvre on va dire, de sociologue, de penseur et de sociologue. Et donc, vous avez cinq parties dans le livre: la colonisation, décolonisation, la judéité, le racisme, la laïcité, et je ne crois pas dire et les questions d'identité culturelle, francophonie, voilà. Ça a été la façon dont on a structuré le volume. Et donc, j'ai fait ce travail de collecte de textes, dont un certain nombre étaient inédits, totalement inédits. D'autres étaient parus dans des journaux il y a bien longtemps et n'étaient plus accessibles. Quelques-uns étaient parus dans des ouvrages. Donc, j'ai fait ce travail de collecte, de structuration. J'ai présenté, hein, j'ai fait une petite introduction pour présenter cet ensemble, et on a fait un long entretien d'une 50aine de pages dans lequel nous sommes revenus sur toutes les notions qu'il avait effectivement élaborées. Le, comment dirais-je, la notion de duo hein, en colonisation, le duo, hein, le colonisé, le colonisateur, cette fameuse notion de duo qui va reprendre à plusieurs reprises tout au long de son travail de pensée. Judéité, hein, ce terme qu'il a forgé également, l'hétérophobie, enfin voilà, toutes ces notions qu'il a élaborées. Je reviens sur ce parcours, je l'interroge, je reviens sur la réception de certains livres, du portrait du colonisé, du portrait d'un juif, du racisme, de la dépendance, parce que ça, c'était un des grands regrets d'Albert Memmi. Il m'en a beaucoup parlé hein, pendant les 9 ans où nous nous sommes fréquentés, jusqu'en 2020. Il regrettait un peu que son deuxième travail de sociologue, le deuxième temps de son travail de sociologue, qui portait sur la dépendance, tous les travaux autour de la dépendance étaient un petit peu, mais on comprend pourquoi, hein, étaient éclipsés par les travaux sur la domination. Bon, mais qui sont, comme vous l'avez dit, incontournables, bien sûr, et qui se sont imposés mondialement. Donc effectivement, les travaux sur les dépendances avaient tendance à passer un petit peu à l'arrière-plan, et pour lui, c'était un ensemble. Les deux fonctionnaient ensemble, parce qu'à partir de cette notion de duo, il a d'abord compris évidemment que les duos étaient structurés à partir de cette relation de domination, ce rapport de domination, mais que ce rapport de domination était bien souvent complété par un rapport de dépendance. Donc l'un n'excluait pas l'autre, déjà dans le duo colonisateur-colonisé, mais qu'on trouvait ça aussi dans le couple. Par exemple, dans le couple, la notion de dépendance, bien sûr. Et donc, il a entamé pendant les 20 années suivantes, enfin de la fin des années 70 jusqu'aux années 2000, tout un travail, il y a plusieurs livres, hein, autour de cette notion de dépendance. Et donc, il regrettait qu'on n'en parle pas suffisamment. Et donc, je l'interroge aussi dans cet entretien sur ces travaux-là, sur ces travaux qui portaient sur la dépendance. Voilà, donc j'ai eu ce plaisir de faire cet entretien d'une 50aine de pages qui constitue un des derniers. Hein, il en a fait quelques autres, mais quand même de cette ampleur. C'est peut-être le dernier entretien aussi long que Memmi a consacré à quelqu'un et sur lequel il est revenu voilà, sur tous les
tous les axes et tous les concepts qui avaient jalonné son itinéraire. Donc oui, ça, en tout cas, c'est dans mon itinéraire de chercheur, c'est une de mes fiertés. Oui, effectivement, je suis très heureux d'avoir fait ce livre, bien sûr. Bien sûr. À votre place, moi aussi, je suis fière. Mais je suis déjà fière de vous connaître, comme nous, Merci, merci beaucoup. tous ces participants qui sont là, tout le public. Et alors, je vous remercie. Je remercie aussi à Daniel, à Adélie et à Rosaria pour l'occasion de nous permettre d'écouter M. Hervé Sanson. Merci à vous, merci pour votre écoute. Hein. J'ai capté votre attention longuement. Donc, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Et en tout cas, je vous tiendrai au courant via Denis. Je vous tiendrai au courant pour tout ce qui touche à Maran, en tout cas, puisqu'il y a des choses effectivement qui se préparent et il y a de belles choses, d'après ce que je sais, qui effectivement se préparent. Merci. Okay, merci à vous. Merci. Merci à vous, Hervé Sanson. Merci aussi, Jocelyne. On a eu un après-midi, pour nous, c'est 15h42, donc un très bon après-midi avec vous. Et ça a été vraiment très bien de vous écouter et de passer ce débat très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris des notes et tout. Et j'imagine que le public aussi. Donc, je vous remercie énormément et nous sommes vraiment très honorés. Et on attend vos coordonnées après, le livre,